Seconde partie de ce numéro de votre émission invitée Afrique qui reçoit Safiou Radji, expert comptable et économiste, et qui nous parle du Maroc et de sa vision pour le développement du continent. Safiou Radji, nous parlions à l'instant de ce méga projet de réalisation d'un gazoduc Maroc-Nigeria, long de plus de 6000 kilomètres, coût de réalisation plus de 25 milliards de dollars. Ce sont plusieurs pays qui vont être véritablement impactés. En fait, c'est peut-être un des projets les plus fédérateurs sur le continent. On parle souvent d'intégration économique et souvent d'intégration plutôt régionale. Et là, on est vraiment au carrefour de cette espèce de continuité maintenant de lien entre les différentes régions. Parce que ça se faisait au niveau de chaque région, les projets d'intégration. C'est un des premiers projets qui met en relation le Nord, donc la région maghrébine, passe par plusieurs pays avant d'arriver au Nigeria. Donc, on est vraiment en train de rentrer dans la phase de montée en puissance des projets intégrateurs. Et ce n'est pas un hasard le fait que ce soit les deux pays les plus puissants en matière énergétique qui sont à l'œuvre dans ce projet. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va changer tout. Cette mise en relation entre, en fait, l'ouest de l'Afrique et le nord de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que ça vient ajouter à une plus-value extraordinaire que le Maroc a, c'est que le Maroc a le premier port africain, le 3e dans le monde, Tanger et Met. Le 3e port dans le monde. Donc tout ça augure des perspectives très intéressantes pour tout le continent. Si vous mettez en perspective le fait aussi qu'au Nigeria, il y a la mise en place d'une raffinerie par le groupe Dangote pour essayer, là encore, de faciliter la vie. On ne peut pas rester là à se plaindre de nos difficultés en termes de vie chère et ne pas soutenir les projets qui sont vraiment contributifs en ce qui concerne le fait de rendre la vie moins chère pour nos populations. Parce que c'est ça le principal enjeu sur notre continent. On a des populations qui sont jeunes, qui sont porteurs pour l'avenir. Si on n'est pas capable de leur donner des conditions de vie intéressantes, on risque de passer à côté de l'élément essentiel pour moi dans les années qui viennent. L'Afrique va gouverner le monde dans quelques années. Il faut qu'on prépare nos peuples et ça se prépare dans des conditions de vie et simplement d'éducation qui soient acceptables pour nos populations. Et sans l'énergie, ce n'est pas possible. Et l'autre projet qui traduit cette vision panafricaine du royaume du Maroc, c'est l'initiative atlantique en faveur des pays du Sahel. Qu'est-ce qu'on peut en attendre comme retombée? En fait, le plus important dans cette initiative du royaume, c'est la solidarité dont le royaume veut faire acte et preuve auprès de tous ces pays du Sahel qui sont en situation difficile, il faut le reconnaître. C'est la solidarité. Mais il y a ce trait de caractère chez le royaume du Maroc, c'est éviter l'ingérence. On peut être solidaire sans s'ingérer dans les affaires d'un pays. Respecter la souveraineté des États et puis faire en sorte que l'intérêt du pays concerné, du pays qu'on veut aider, soit réellement pris en compte, soit sérieusement pris en compte. C'est ça la caractéristique du Maroc et c'est ce qu'ils appliquent encore dans ce nouveau projet. Et je sais que le Maroc va s'appuyer beaucoup sur ses acteurs bancaires, sur les acteurs dans le domaine de l'agriculture, sur les acteurs dans le domaine aussi, même de l'hydraulique. Et figurez-vous que le Maroc a conçu un projet des autoroutes de l'eau. Des autoroutes de l'eau. Donc, c'est un pays dont on a tiré beaucoup de choses au niveau du Sahel. Et cette question de l'eau était au cœur du discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la célébration de ce 25e anniversaire du règne, de son règne au trône de ses ancêtres. Alors, Safiou Radji, ce n'est un secret pour personne. Le royaume du Maroc jouit d'un rayonnement sur le plan international. Est-il redevable à toutes ces réalisations ou comment vous l'expliquez? En fait, le roi est un grand pragmatique. C'est un homme d'une puissance de vision, mais aussi qui a un grand sens du pragmatisme. Il sait très bien que ce n'est pas du Maroc qui peut le mieux aider les pays africains. Très tôt, il a compris ça. Et donc, il fallait être là, sur le terrain. Parce que ça permet de pouvoir réellement s'imprégner de ce qui se passe. Ce qui n'est pas rien, y compris sur le plan diplomatique, de savoir ce qui se passe dans un pays. D'ailleurs, le Maroc est un grand pays de diplomatie sur le continent et à l'échelle mondiale. Grâce à ça, entre autres.
quelle a été la stratégie? C'est de passer par les banques dans un premier temps, ensuite les assurances, et puis aujourd'hui, on passe à la phase, je dirais, beaucoup plus industrielle, dans l'agriculture, où le Maroc veut vraiment aider à industrialiser, à mécaniser notre agriculture, et faire en sorte aussi que l'agroalimentaire arrête le flux d'importation d'autres continents vers le continent. Avec notamment la contribution à la fabrication des intrants agricoles. L'exemple typique, c'est toute cette stratégie qui est portée par l'OCP dans les différents pays, où en même temps ils viennent pour aider à mettre en place la capacité à former les acteurs de l'agriculture, à aider les coopératives à monter en puissance, à monter en compétences. En même temps, ils essayent de mettre en place une stratégie de livraison, de mise à disposition de l'engrais à des coûts réduits. J'insiste là-dessus, c'est vraiment des coûts de production. Il n'y a pas de gain là-dessus. Et ils essayent, dans le même schéma, de faire en sorte que les pays puissent eux-mêmes disposer d'appareils productifs pour fabriquer leur engrais. Mais il n'y a pas que les intrants qui sont importants dans l'agriculture. Il y a aussi tout ce transfert d'expertise, tout ce transfert de compétences dont dispose le Maroc. Parce que figurez-vous que le Maroc est une puissance agricole. Le Maroc est le pays qui exporte le plus vers le reste du monde en Afrique. En soulignant au passage que le Togo est l'un des pays bénéficiaires de ce partenariat avec l'OCP. Exactement. L'idée, c'est que au Togo, quand le Maroc est arrivé, ils ont mis en place un vrai projet pour créer des centres de formation. Ils ont aussi fait des dons d'engrais au Togo. Ils ont proposé aussi la possibilité qu'une partie de l'engrais aussi puisse acheter à un coût raisonnable. Donc, et le schéma aussi de mettre en place l'utilisation de notre phosphate pour fabriquer un jour notre propre engrais. Tout ça a été fait et en cours au niveau du Togo. Mais au-delà de ça, le schéma sur lequel je voudrais insister en ce qui concerne le Maroc, c'est tout ce qu'ils ont fait dans le domaine financier. Je suis un homme de la finance. Je suis un spécialiste de la finance durable. Je peux vous assurer que ce que le Maroc est en train de bâtir sur le continent, ça serait un exemple à citer dans le monde entier. On étudiera un jour à Yale ou à Harvard ce que le Maroc a fait en termes de stratégie pour aider à fluidifier la finance, à rendre la finance inclusive au niveau de l'Afrique francophone. Et ce n'est pas par hasard le fait que les banques marocaines gagnent beaucoup de titres. J'étais la dernière fois à Abidjan au BRVM Award. C'est une banque marocaine, la BOA pour ne pas le citer, qui a été la société la mieux cotée au niveau des prix qui ont été donnés aux acteurs de la finance au niveau de la BRVM. Donc l'idée ici, c'est de valoriser ce travail-là que fait le Maroc sur le terrain, parce qu'en fait, ça permet vraiment de démontrer que quand on va sur le terrain, en essayant de développer, d'aider les entreprises à se développer, d'aider les populations à avoir accès à la finance, c'est là où on sert le plus de développement et c'est là où on sert aussi le plus la solidarité qui est importante pour le Royaume du Maroc. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est quelque chose qui a coûté énormément au Maroc parce que la BMCE a investi beaucoup d'argent dans ces stratégies de maillage, d'être présent au niveau de l'Afrique francophone. Les résultats commencent à venir. Figurez-vous que les banques marocaines sont à l'origine du départ de beaucoup de banques étrangères. C'est quand même mieux qu'on travaille avec des banques africaines. Il y avait beaucoup de banques de fonds d'origine internationale, notamment européenne, qui régnaient sur notre continent. Ce que les gens appelaient une certaine forme de colonialisme financier. Tout ça est en train d'être inversé. Et ce sont les Marocains qui travaillent souvent avec les nationaux qui prennent du poids dans le secteur économique. Et comme je vous le disais au départ, c'est la finance qui gouverne le monde. Et quand on aura une finance panafricaine puissante, vous verrez qu'on verra aussi de la puissance dans le développement africain. Un autre secteur dans lequel le Royaume s'illustre, c'est la coopération universitaire. Et il faut rappeler au passage que le Royaume attribue chaque année au moins 15 000 bourses de l'AMCI aux pays de l'Afrique subsaharienne. La coopération universitaire, un domaine très important aussi sur le continent. Mais c'est vraiment peut-être le levier le plus prolifique pour l'avenir, le plus porteur en termes d'impact pour l'avenir. Il faut d'abord rappeler un élément très simple. Quand vous envoyez un jeune, boursier ou pas d'ailleurs, aller étudier au Maroc, où il a à peu près les mêmes capacités en termes de qualité d'enseignement, de formation, de diversité, de la richesse de l'enseignement, et c'est d'ailleurs pas par hasard que beaucoup de polytechniciens sont marocains. Donc,
je dis ça au passage, il y a beaucoup de gens dans les grandes sciences, que ce soit centrales ou autres, qui sont marocains. Parce qu'ils ont une capacité à former dans le royaume des compétences. D'abord, au niveau du coût, on y gagne. Quand vous envoyez un jeune au Maroc, ça doit vous coûter à peu près 1/10, ou disons 20% de ce que ça coûte si vous l'envoyez en Europe aujourd'hui. Je ne parle pas des conditions, des bizarreries qu'on vous met comme contrainte pour pouvoir faire le voyage. Rien qu'en termes de coût, on y gagne. En plus de ça, les jeunes, quand ils ont fini leur formation au Maroc, ils ont de meilleures chances de pouvoir aller ailleurs. Aller en Occident, c'est plus facile pour eux. Et d'ailleurs, ils négocient mieux leur migration. Et quand ils reviennent aussi dans leur pays, ce sont des gens qui tout de suite rentrent dans la vie active. Donc, il ne faut pas seulement parler des bourses, il faut parler de l'impact que ça a dans le développement, dans l'économie réelle de nos pays. Donc, c'est quelque chose qui est d'une grande aide pour chacun des pays qui bénéficient de ces bourses pour l'enseignement et pour l'éducation. Mais il n'y a pas que ça. Notamment en termes d'insertion professionnelle au bout du processus. Parce que le jeune qui revient du Maroc, c'est un jeune qui a une facilité d'accès à l'emploi, immédiat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la coopération en termes éducative, c'est aussi l'installation et les partenariats qui sont faits par les établissements marocains avec les établissements dans les pays. Ils s'installent dans différents pays et ils font de la coopération aussi pour qu'il y ait des transferts de compétences, des transferts d'expertise entre le Maroc et ces pays-là. Et le troisième volet qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le Maroc aussi est très attractif en matière de perspectives professionnelles. Il y a des compétences qui sont basées dans leur pays, mais qui travaillent pour des entreprises marocaines. Vous pouvez rester dans votre pays, dans la région francophone, mais travailler pour une entreprise marocaine, que ce soit dans le conseil, que ce soit même parfois même dans certaines activités culturelles, de production, de création. Tout ça, c'est déjà quelque chose qui aide l'éducation au niveau massif, au niveau de la région. Safiou Radji, l'attribution de l'organisation des compétitions internationales, vous l'avez évoqué, la CAN, la Coupe du Monde, le couronnement du leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Non, le couronnement de la puissance du Maroc. Le couronnement vraiment de la puissance du Maroc. Figurez-vous qu'il y a 30 ans, personne ne pouvait imaginer ça. Qu'un seul pays puisse comme ça cumuler, je peux oser le terme, cumuler la CAN et derrière le mondial. 2025 pour la CAN et 2026 pour le mondial. C'est un signal. C'est un signal fort, cette puissance dont je parle et que j'admire en fait pour ce pays. Mais c'est pas, le sport, c'est pas que l'impact au niveau du rayonnement international. Le sport draine beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs. Le sport, c'est ce qui draine le plus de valeurs humaines. Je ne vais pas les lister ici. Tout le monde sait ce qu'il y a derrière les Jeux Olympiques qui se passent actuellement à Paris. L'enjeu qu'il y a derrière. Tout ce qui s'est passé au moment de la cérémonie d'ouverture, tout le monde a compris la signification symbolique que ça avait. Avec une France qui a failli basculer dans le vide et qui d'un seul coup présente l'image d'un pays qui renaît, qui donne son message universaliste, qui donne sa capacité à unir, à être inclusif, à n'exclure personne. C'est ça qu'il y avait derrière la cérémonie d'ouverture. C'est aussi ça que le sport amène. C'est en ça que le rayonnement que le Maroc tire de ces événements, c'est pas seulement le sport, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et vous verrez, comme les Marocains savent très bien faire les choses, ils vont faire de ces deux événements des moments inédits dans le monde. J'en suis persuadé. Je connais ce pays et je sais qu'ils vont préparer de quoi surprendre encore tout le monde. Peut-être qu'ils vont faire plus que Paris avec les Jeux Olympiques. Vous verrez. Safiou Radji, s'il fallait résumer en quoi le royaume est-il un modèle pour les autres pays africains, que diriez-vous? D'abord, retenir que le développement, ça commence par le local. Le caractère endogène du développement. C'est ce que le royaume du Maroc a toujours fait. Accorder une priorité aux Marocains. Au fait qu'ils doivent vraiment bénéficier du meilleur que le pays peut offrir. Mais au Maroc, on éduque la population à aussi produire le meilleur pour le pays. Un peu dans l'esprit de ce que disait Kennedy, il ne faut pas seulement attendre ce que ton pays peut faire pour toi, mais aussi faire ce que toi tu peux apporter pour ton pays. Ça a été vraiment un leitmotiv du modèle marocain. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est que dès qu'ils ont vu qu'il y avait des réussites dans leur système, ils ont cherché à l'exporter, à partager ça avec les autres pays.
D'où la solidarité qu'il y a derrière la coopération faite par le Maroc. Ça aussi, c'est un élément dans la dynamique du modèle. D'une coprospérité. Exactement, d'un co-développement même. Que tout le monde avance en même temps. Parce que l'image du continent, le narratif qu'on veut changer sur le continent dépend aussi de ça, qu'il n'y ait pas des pays trop décrochés. Troisième élément qu'il faut prendre comme modèle, c'est que le roi a toujours mis de l'accent sur l'innovation. Ce n'est pas par hasard le fait qu'ils ont gagné des parts de marché dans l'aéronautique. Vous avez une doctrine dans le système marocain qui dit qu'en fait, tous les secteurs, on est capable d'y accéder. Il n'y a pas de secteur sur lequel nous, les Marocains, on ne peut pas opérer et avancer. Et quand ils ont décidé d'aller dans l'aéronautique, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, ils font partie des grands acteurs du secteur aéronautique dans le monde. Je ne parle pas de l'aérien, puisque tout le monde sait que le Maroc a déjà fait ses preuves. Donc ça aussi, ça participe du modèle, d'avoir des activités importantes par lesquelles on exerce une influence sur le marché mondial, un impact sur le marché mondial. Le port, l'activité du port, qui est, je le répète, le troisième au monde. Dans la manière de voir le modèle, il faut voir l'importance que ça a ce modèle. Le premier port en Afrique et le troisième port dans le monde. Nos pays qui ont des ports doivent savoir que c'est quelque chose qui doit servir de levier de développement, de levier de puissance. Parce que, naturellement, un port est très porteur en termes d'activité de toutes sortes. De toutes sortes. Et la vision que le Maroc a eue de faire de Tanger un aéroport vraiment déterminant, ça a payé, puisque c'est devenu maintenant le premier port en Afrique et le troisième dans le monde. Voilà les éléments du modèle. Et puis, derrière tout ça, une vision. Une grande vision des choses. Le fait d'avoir l'audace dans la vision, de l'ambition. Et peut-être même de dire, nous aussi on peut. Nous aussi on peut sur le continent africain. C'est ça ce que je vois dans l'approche, la trajectoire et la perspective du Maroc, parce que ça va continuer. Il ne s'arrête pas, la stratégie. Et c'est aussi ça qui me fait rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Parce que c'est unique sur le continent. C'est unique sur le continent ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de bâtir. Et je vous le répète, dans quelques années, on parlera de ce modèle dans les universités les plus prestigieuses dans le monde, comme étant quelque chose qui relève de l'exceptionnel au service des populations les plus démunies. Voilà pour résumer cet entretien que nous avons eu l'honneur d'avoir avec vous, Safiou Radji, expert comptable et économiste spécialiste du Maroc. Entretien à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône de ses ancêtres. Merci d'être resté avec nous. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.